Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous de musique appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un artiste extraordinaire, Alexander Gourning. Bonjour Alexander. Bonjour, Eric Grun. Alors, je résume votre parcours. Vous êtes diplômé du Conservatoire royal de Bruxelles dans la classe du grand Evgeny Mogilevski. Vous vous êtes perfectionné pendant 3 ans au Conservatoire de Moscou dans la classe de Viktor Merjanov. Votre premier album est parrainé par Martha Argerich. Ensuite, comme souvent avec vous, vous étonnez le monde musical. Vous rencontrez un succès fulgurant avec l'ensemble Soledad que vous formez avec Manu Conté et Jean-Frédéric Mollard et qui explore le genre du tango. Le premier album de ce groupe chez Virgin est un succès considérable. Vous continuez cependant à mener une carrière de musicien classique et vous vous produisez entre autres au festival Progetto Martha Argerich de Lugano, au festival de la Roque d'Anteron, au Sapporo Music Festival au Japon, au International Piano Festival de Saratoga ou au Chamber Music Festival de Tanglewood. Vous enregistrez aussi les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Un peu plus tard, les Bruxellois ont le privilège de vous retrouver dans les clubs de jazz où vous vous formez à ce genre musical qui dévore votre curiosité. Cette période est placée sous le signe de la liberté, de l'expérimentation, de l'improvisation et du voyage au bout de la nuit. En parallèle, vous continuez à composer et arranger des œuvres pour vous ou d'autres artistes. Vos dernières recherches musicales vous poussent vers l'Asie et notamment en Indonésie sur les traces de votre famille. Cette exploration est magnifiquement retracée dans le reportage Jeunes se disent grand destin que vous consacre la RTBF. Mais revenons à vos débuts. Voici un extrait de votre premier récital enregistré sous le parrainage de Martha Argerich, Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy.
Nous venons d'écouter le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy dans l'interprétation d'Alexander Gourning, notre invité du jour. Alors dites-nous, Alexander, que pensez-vous de cette interprétation du jeune Alexander Gourning? Ça fait toujours plaisir d'écouter des choses, surtout des choses qu'on a enregistrées il y a longtemps. Parce qu'il faut toujours C'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est ça, oui. Disons qu'il faut... le temps donne du recul, évidemment. Il faut une zone temporelle tampon pour pouvoir avoir un peu d'objectivité, ce qu'on a fait à l'époque. Parce que dès qu'on sort d'un enregistrement, on est encore sous l'effervescence du truc. On a pondu quelque chose, on a travaillé dessus pendant des mois, voire des années. On est encore trop émotionnellement impliqué pour avoir... On ne sait pas l'écouter même, à la limite. Oui. Je ne vais pas parler d'objectivité, mais un petit peu quand même, parce que là, on peut l'oublier complètement, l'objectivité. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est marrant parce que ce disque-là, il reprend un programme d'œuvres qui existe à la base pour orchestre. Oui. Et il faut dire que l'autre moitié est consacrée à Stravinsky, 3 mouvements de Petrouchka. Voilà. Qui est un ballet. Et donc, ça me fait penser au fait qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment satisfait du son du piano en tant que tel. Et que je voulais toujours m'inspirer d'autres sonorités, voir des choses extra-musicales, littéraires, picturales. Mais j'adorais écouter l'orchestre. J'avais cette frustration quelque part aussi de ne pas être chef d'orchestre. Mais je savais très bien que dans le fond, que je ne considérais pas ça comme quelque part comme un vrai métier. Je préférais avoir vraiment de la matière sous les doigts et pouvoir sculpter dans un clavier. Ou même le son, voilà, en exactement. direct, oui. Et donc, voilà, ce programme reflète un peu cette espèce de recherche d'orchestration à travers le piano. Et je trouve que c'est un travail très, très intéressant parce qu'on essaye de faire oublier que c'est du piano. Voire on essaye de faire oublier que c'est de la musique quelque part, parce qu'on raconte une histoire qui est l'histoire du compositeur, l'histoire de l'histoire dont s'inspire le compositeur, par exemple, quand c'est de la musique à programme. Voilà, et la musique n'est pas quelque chose qui se suffit à soi-même, au final, je pense. C'est ça. Ouais. Ça pourrait être une finalité, mais ayant beaucoup travaillé, par exemple, les aspects techniques du piano, j'ai l'impression qu'on peut vite tourner en rond dans un microcosme comme ça, et c'est pas du tout mon truc. Donc la technique pour la pure jouissance de virtuosité Oui, la virtuosité avec ce que ça implique comme recherche sonore, non pas simplement mécanique dans les doigts, ou non pas seulement dans la démonstration, mais aussi, la virtuosité, c'est aussi une recherche sonore, c'est aussi une qualité de sonorité. Voilà, exactement. Il faut une brillance, il faut un aspect presque festif. La virtuosité, c'est pas forcément quelque chose de très déprimant. En général, c'est une explosion d'effets, on va dire. Hein. Mais la virtuosité en elle-même peut être très touchante, justement, à travers cette chose artisanale, ce résultat qu'on a au concert d'un pianiste qui a passé des heures et des heures à chercher la perfection, alors qu'elle n'existe pas vraiment, mais elle pourrait exister dans un instant magique, quelque chose d'intemporel, mais voilà. Donc, pour revenir à votre question, oui, je trouve ça plutôt pas mal comme disque. Donc, moi, je trouve qu'il est tout à fait excellent. Et donc, une moitié est consacrée à Stravinsky, l'autre est consacrée à Debussy. Qu'est-ce qui vous attire dans l'œuvre de Debussy, d'avoir choisi cet auteur pour votre premier album? Debussy a toujours été un compagnon. Il a été un compagnon de longue date. Hein. Après, au début, je ne savais pas vraiment pourquoi. Après, j'ai compris parce que mon père étant indonésien, Debussy s'étant inspiré de la musique balinaise indonésienne dès qu'il a vu en 1889 l'exposition universelle. Les gamelans. Il a découvert les gamelans. Oui. Le gamelan javanais. Et à partir de ce moment-là, il a déclaré au monde qu'il allait uniquement s'inspirer de ce type de musique. Et ça avait une espèce de résonance en moi que je ne pouvais pas définir avec des mots. Il y a quelque chose qui m'attirait dans cette musique, et il faut croire que ce soit ça, parce que l'Indonésie, je ne l'ai pas connue à ce moment-là, vraiment. Je l'ai plutôt idéalisée à travers les histoires de mon père, à travers les livres que je lisais sur l'Indonésie. Et c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, mais c'était une Indonésie que j'ai inventée quelque part. Elle était en moi.
Et je l'ai réinventé aussi à travers la musique de Debussy. Parce que Debussy a sans doute aussi fantasmé Bien sûr. l'Indonésie. Enfin, ça s'appelait pas encore l'Indonésie à l'époque, mais les Indes néerlandaises. Euh, et donc, à travers sa musique, il a fantasmé non seulement l'Indonésie, mais le Japon, l'Espagne aussi, même s'il a connu l'Espagne. Mais il a beaucoup écrit de musique typiquement espagnole Bien aussi. sûr. C'était à la mode. L'orientalisme était une mode très en vogue depuis le 19e siècle, Oui, d'ailleurs. tout à fait. Deuxième moitié du XIXe siècle, Ouais. énormément Les d'œuvres qui sont compositeurs inspirées, russes, bien sûr. Rimsky-Korsakov, Sherazade, tout Oui, ça, oui. c'était très à la mode. Bon, je ne dis pas qu'il a écrit ça pour être à la mode, mais voilà, ça a résonné pour moi comme ça, et c'est resté, voilà. Euh, Mis à part cela, j'ai toujours admiré Debussy, évidemment comme compositeur, mais comme artiste aussi. Et c'est quelqu'un qui était assez rebelle, qui n'a jamais voulu vraiment coller dans les écoles. Il a essayé, hein, il a été recalé à l'examen de piano parce il a improvisé plutôt que de jouer des partitions écrites. Et déjà, ça, pour moi ça m'a parlé, Bien quoi. sûr, Ça m'a bien parlé, sûr. évidemment. Ça a été un peu le problème de Liszt aussi. Il était trop libre, trop. Voilà, mais à partir du moment où on a quelqu'un, un artiste qui a trop de sonorités qui lui sortent par les pores, trop de choses à dire quelque part. Évidemment, on est face à quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément gérable dans une institution scolaire, ou même si c'est une institution supérieure aussi glorieuse que soit le Conservatoire de Paris à l'époque. Oui, qui était quand même plus rigide certainement que maintenant, ou du moins, il fallait fonctionner selon Oui, ça exactement c'est les clair règles. que oui, 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 Alors, on va prendre un virage à 180 degrés avec votre enregistrement suivant. C'est Libertango, où vous jouez au sein du groupe Soledad.
Libertango par Soledad, dont le pianiste Alexander Gourning est notre invité. Dites-nous, Alexander, quand avez-vous fait la rencontre de Manu Conté, qui est bandonéiste et accordéoniste, avec qui vous avez fondé Soledad? Ça devait être en 1996 ou 7, quelque part par là. Très jeune, donc. Oui, aux études, au conservatoire, en fait. J'ai vu entrer dans... En fait, j'étais aux études et j'étais déjà assistant chez M. Mogilevski. Et donc, je jouais un peu professeur comme ça. Je portais même une cravate et tout. Et j'ai vu Donc, entrer... pur classique, alors. Pur classique, oui, oui, oui. Et puis j'ai vu débarquer dans ma classe un géant et derrière une autre personne que je ne connaissais pas du tout. Le géant, il s'avère que c'était le contrebassiste de l'époque du groupe qui s'appelle Dimitar Ivanov, un fantastique contrebassiste. Et Manu comptait derrière. Et Dimitar me demande, tu veux pas jouer avec nous? sans aucune forme de présentation. Pourquoi pas? Puis ils m'ont expliqué l'histoire. En fait, ils avaient besoin d'un remplaçant assez urgemment au piano. Et j'ai dit oui, oui, absolument, pas de problème. Moi, j'adorais les challenges de faire très vite. C'était, je crois, le lendemain ou 2 jours plus tard. Vous aviez déjà l'habitude de ce style de musique? Pas du tout. Et d'improvisation, tout ça? Non, l'improvisation, ouais. Non, c'est venu bien plus tard, tout ça. Parce que ce sont des partitions écrites à la base, hein, Piazzolla. Et puis bon, je me suis dit, bon, je signe pas un contrat à vie, je vais faire ces remplacements et puis au revoir. Mais il se trouve qu'on s'est tellement bien amusé, enfin je me suis en tout cas tellement bien amusé avec eux, c'était une sorte de, c'est toujours un peu d'ailleurs, une sorte de groupe de rock comme ça, un peu complètement déjanté, avec une énergie brute, mais pourtant avec du travail de finition dans la musique, hein, c'est pas ça. Mais quand on se rencontrait, c'était une espèce d'exaltation comme ça. Et c'était la fête, quoi. Que ce soit aux répétitions ou sur scène, c'était la fête. Et pour moi, toutes mes expériences musicales étaient plutôt dans voilà, des rats de laboratoire qui se rencontrent et puis qui vont chercher des choses ensemble. L'énergie est différente, oui. Très différente, très différente. Et il y a une sorte de puissance créatrice qui se forme grâce à cette énergie entre les gens, et malgré nous, quelque part. C'était très nouveau pour moi. Et donc, au final, c'est devenu une famille, en fait. C'est devenu un mode de fonctionnement aussi. Ça m'a beaucoup aidé aussi à revisiter la manière d'entrer sur scène et de partager la musique, les émotions avec les gens. De quelle manière? Vu que la communication était tellement directe avec les autres, cette communication elle était communiquée vers le public, à notre insu quelque part. On ne se posait pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qui va se passer. Non, on était sur scène, on s'amusait, et ça suffisait à communiquer les choses. Et on était presque étonné d'avoir du succès quelque part, parce que nous, on était là pour exprimer quelque chose de presque viscéral, comme ça, ensemble, rigoler. Ça vous a désinhibé? Complètement. Complètement. Alors dites-nous, à la base, qu'est-ce qui vous a plu dans le tango? Alors, le tango, moi, en tant que genre traditionnel, j'en avais presque aucune connaissance. La spécialité de Soledad, pardon, c'était de jouer du piazzolla et donc du tango nuevo. Oui. Un style qui était déjà un petit peu hérétique dans l'Argentine bien pensante de son époque, parce qu'il a mélangé le tango avec du jazz, avec du classique. Et donc, il était plus abordable pour nous, en tant que musiciens classiques, à jouer. On n'avait pas tous les codes, parce qu'il y en a des codes dans le tango. Donc, le tango nuevo, c'est plutôt un tango qu'on vient écouter, tandis que le tango populaire, c'est plutôt une danse. Oui. C'est ça qu'en fait la grande différence. Oui, exactement. La forme du tango traditionnel, ça se jouait dans les milongas, ce sont des endroits où on danse, avec des formes assez simples, avec le même tempo d'un bout à l'autre, quelque chose sur laquelle on peut danser. Ce qui n'est pas le cas d'un morceau de tango nuevo où les formes sont plus complexes, plus longues, plus inspirées du classique dans le sens où les atmosphères sont radicalement différentes selon l'endroit du morceau où on se trouve. Donc, et les compositions sont plus sophistiquées également, oui. Plus élaborées. Et à ceci, il faut rajouter évidemment les influences de la musique contemporaine de l'époque, puisqu'en fait, il aurait voulu être
compositeur entre guillemets sérieux, Piazzolla. Il a voulu être un nouveau Boulez ou un nouveau Stravinsky. Heureusement, ça n'a pas marché. Oui, bah, Heureusement pour nous. Madame Boulanger, qui était Mademoiselle, pardon, qui était son professeur, lui a dit, mais il faut que tu fasses la musique, ta musique. Je ne pense pas qu'il faille rentrer dans un cadre spécifique. Et je trouve ça un conseil magnifique. Ah oui, c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur Oui. des conseils qu'on puisse donner. Alors, comme je l'ai dit en introduction à cette interview, votre exploration de la musique du monde et du jazz ne vous empêche pas de poursuivre une carrière classique. En voici la preuve. C'était Alexandre Gourding, notre invité, qui interprétait le thème que Jean-Sébastien Bach dédia à Johann Gottlieb Goldberg et dont il tira 33 célèbres variations. Dites-nous, Alexander, quelle place l'œuvre de Bach occupe-t-elle dans votre univers musical ? Mais au début, quand j'étais petit ou même ado, c'était une musique qui ne me parlait pas vraiment. Je ne comprenais pas le sujet. Je comprenais la complexité de l'écriture, mais je ne savais pas exactement. Moi, ce qui me touchait plus, c'est soit l'aspect rythmique, l'aspect mélodique, ou alors quelque chose, une histoire qui racontait. Une histoire humaine qui racontait. Et il me semblait que Bach ne parlait pas vraiment de l'être humain. Non, il parle de Dieu. Oui, mais après j'ai compris, enfin, en tout cas, en le jouant et surtout en enregistrant les variations Goldberg, qu'il fallait chercher l'être humain chez Bach. J'ai eu la chance d'avoir un professeur à Moscou qui s'appelle Victor Mirjanov qui m'a fait jouer tous les préludes et fugues. Du clavier bien tempéré. Oui, un par semaine par cœur. Il y en a donc 48 de 2 livres. Un par semaine par cœur. Et en plus, bon, les autres morceaux, mais... et lui, c'était quelqu'un qui pouvait transposer dans tous les tons n'importe quel prélude et fugue. C'était un grand fan de Bach. Et il m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup fait réfléchir. C'est, tu sais, Alexander, Bach a beaucoup souffert de son image de pieux. Je voulais dire pendant sa vie. Non. Post-mortem.
Alors là, j'ai compris qu'en fait, le problème, ce n'est pas Bach, mais comment on enseigne Bach et comment on joue Bach. C'est-à-dire qu'on a, au fil de temps, j'ai l'impression, effacé le côté humain, le côté mangeur de saucisses, bagarreur, parce que c'est ce qu'il était. Oui, bien sûr. C'est un bon vivant. Un très bon vivant, oui, oui. Il avait un caractère bien trempé. Il a fait beaucoup d'enfants. Il s'est occupé d'eux. Il les a éduqués. Et quand j'ai commencé à enregistrer cette musique, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui me parlait comme presque un ami, plus que cette image d'un demi-dieu qu'on inculque aux étudiants de conservatoire, une musique intouchable. Certes, elle est complexe, certes, elle a des profondeurs, des abîmes infinis, on peut se perdre dedans, mais ça ne fait pas de lui... il reste un être humain. Et d'ailleurs, il disait de son monde vivant, je ne suis pas quelqu'un de vraiment exceptionnel, je suis juste industrieux. Je fais juste mon travail tous les matins. Effectivement, après, il est très croyant, etc. Mais quelque part, pour moi, c'est presque secondaire, ça. Je préfère mettre ça de côté. Peut-être qu'il faut alors considérer sa musique comme l'expression de l'être humain face au mystère de l'univers. Et de la création. Et de la création, plutôt que... voilà, et je pense j'ai l'impression qu'il aurait été d'accord avec moi en ne figeant pas les choses soit dans un tel ou tel type de religion. Je pense que c'était un grand philosophe et il adorait les nombres. Donc voilà, et c'était pas quelqu'un de simplement pieux, quelqu'un qui a réfléchi au mystère. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation qui consiste à dire que Jean-Sébastien Bach était le premier des jazzmen? Je sais pas. Je pense que des jazzmen, il y en a eu peut-être depuis l'existence de la musique. C'est un grand improvisateur. Oui, Mozart aussi, Beethoven aussi. Mais il vient d'après. Il vient après, oui. Mais avant, il y avait de l'improvisation aussi dans la musique baroque, dans beaucoup de musique traditionnelle aussi. Mais la particularité du jazz, c'est qu'on prend une forme préécrite assez simple de laquelle il faut s'échapper, dans laquelle on trouve sa propre personnalité, on trouve une sonorité, on ré-raconte l'histoire à sa manière. Et surtout, on explose la forme. Dans ce sens-là, je pense que oui, c'était un grand improvisateur, un grand organiste, mais peut-être pas dans le sens où il voulait absolument exploser les formes. Ce qui a pu arriver, par exemple, avec Beethoven, par rapport à la forme sonate. Et puis c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, exploser les structures. C'était un âge révolutionnaire, il fallait tout exploser. Voilà, exactement. Et non, Bach était plutôt dans une continuité, dans une fluidité. Il n'a pas vraiment révolutionné la musique au niveau du langage. Il a juste été ni au niveau loin. des sonorités, d'ailleurs. Non. Voilà, il a juste été très loin dans ses concepts et dans sa manière de voir les choses. Oui. Alors, je vous propose de nous arrêter un moment sur votre talent d'arrangeur. Voici un premier morceau, Publiczki, que vous avez enregistré et arrangé pour le dernier album de Myriam Fuchs, Verbini. Publiczki kauft meine Beigerlach. Ich sinke Publiczki, ei du Koi. Es kommt bald die Nacht, ich steh sich die Vertracht. Seht meine Eigerlach, sennen verschwacht. Der Frost in Dreußen brennt, verfreure meine Hand. Fin Zure sing ich mir mein treure Klied. Du kaufst ein Publiczki, ich sinke Beigerlach, die letzte Beigerlach, du kaufst bei mir. Ich steh allein in Gas, fin Regen wär ich nass, die letzte Beigerlach, du kaufst bei mir.
Nacht es geht vorbei, der Tuck im Tun auf Nei. Ich steh in Gassentracht, muss wett du sein. Der weite Kies in Haus, fin hinger geh ich Haus. Nu Menschen hört mein Lied, fin hinger Pein. Du kaufst Publitski, hey sinke Begala. Die letzte Begala, du kaufst bei mir. Ich steh allein in Gas, fin Regen wär ich nass. Die letzte Begala, du kaufst bei mir. Ich steh allein in Gas, fin Regen wär ich nass. Die letzte Begala, du kaufst bei mir. Boublitchki par Myriam Fuchs dans un arrangement de notre invité Alexander Gourning qui était également au piano. Dites-nous Alexander, comment s'est passée votre rencontre avec Myriam Fuchs? Mais c'était à la fois... il y avait plein de joie, plein d'humour, plein de spontanéité, et c'était à la fois explosif. Non pas que explosif dans le sens où on s'engueulait, non, c'était plutôt explosif dans le sens créatif. Ça allait dans tous les sens et je les ai face à quelqu'un que j'ai tout de suite adoré. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une vraie bruxelloise, une vraie bruxelloise. Totalement. Et en fait, qu'elle représentait toute une partie de ma propre culture, les marolles. Place du jeu de balle. Place du jeu de balle, exactement. Et donc voilà, on s'est très très bien entendu. Alors, est-ce que vous étiez familier de la culture yiddish avant de vous plonger dans ce projet? Alors, ma mère vient d'une ville en Pologne qui s'appelle Lublin. Oui, bien sûr. Et ma grand-mère connaissait certaines chansons en yiddish, mais ne revendiquait pas du tout. Voilà, c'était quelque chose qui était dans ma famille assez tabou. Fascinant, ça. Assez tabou, assez caché. Donc, de toute façon, je pense que tout Polonais qui vient de Lublin ou de Chełm, ma grand-mère vient de Chełm, doit avoir connu. C'est pas possible autrement, quoi. Oui. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à toute la culture juive qui était là depuis 600 ans. Oui, ils sont arrivés. Il y avait les premiers yeshivas, les juifs venaient de toute l'Europe pour venir étudier là. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer à côté de ça, quoi. C'est pas possible. Il fallait absolument un projet comme ça où j'arrange des chansons en yiddish qui parlent justement d'endroits comme Chełm, qui parle de terre promise et de la vie dans cette région. Et de la vie dans les shtetl de cette région, oui. Et voilà, il fallait que je le fasse, quoi. C'était une évidence. Alors, je passe tout à fait à autre chose. Vous êtes depuis quelques années professeur au prestigieux conservatoire de Mons. Et je voulais savoir, quelle est la chose la plus importante que vous cherchez à transmettre à vos étudiants? Ouais, évidemment, ça dépend d'une personne à l'autre, mais la plupart du temps, c'est veiller à ne jamais éteindre le feu, veiller à ce que le feu soit toujours brûlant, intact, même si il devient plus discret. C'est le plus difficile, je pense, dans une longue carrière de musicien, c'est que il faut toujours avoir du plaisir. Et bon, il y a les vicissitudes de la vie, le côté pratique, enfin, beaucoup de choses qui peuvent déranger, qui peuvent contrecarrer des plans, de belles idées, de beaux projets. Et cette flamme, ce noyau doit rester intact. Poursuivre son étoile. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Bon, alors, on en vient à votre dernier album avec l'ensemble Soledad, Logical. Je vous propose d'écouter le mouvement lent du sublime Adagio Assai du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel dans l'arrangement du trio Soledad.
L'Adagio assai du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel dans le superbe arrangement du trio Soledad. Alors, votre album le plus récent, Alexander, est un récital avec la jeune violoniste Saténique Courdouillan. Pouvez-vous nous dire comment est née cette collaboration? Alors, j'ai rencontré Saténique via un autre collègue avec qui j'ai enregistré beaucoup de disques, qui s'appelle Sébastien Walnier. Il se trouve qu'il est soliste, violoncelliste à l'orchestre de l'Opéra de la Monnaie. Oui. Et Saténique est depuis quelques années maintenant soliste violoniste de l'Opéra Royal de la Monnaie. Et c'est comme ça que j'ai pu la rencontrer. On a joué à des concerts dans le cadre de la Monnaie, des concerts de musique de chambre. Ça fait quelques années que je joue avec eux. Et puis elle s'est dit, elle m'a proposé à ma plus grande joie qu'on fasse plus de concerts juste à deux. On a fait quelques petites tournées. Et puis voilà, il y a ce disque-là qui est consacré à Fauré, à Saint-Saëns et à Isaïe. Qui est sorti comme ça, assez spontanément, je dois dire, sans trop réfléchir. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans son jeu? Alors, la première chose, c'est la profondeur de son jeu, c'est-à-dire la vision très concentrique qu'elle a de la musique. Elle projette quelque chose qu'elle a mûrement gardé en elle. On sent que ça vient de loin. Je ne sais pas comment expliquer autrement comme ça. Le son qu'elle a n'est jamais un son irréfléchi, mais ce n'est pas non plus un jeu intellectuel. C'est un son qui a été vraiment trituré, macéré, et puis il sortira quand il doit sortir. Ce qui peut donner des situations où en jouant, elle s'efface et puis elle me laisse la place. Et ce qui est plutôt rare dans le cas de violoniste, je trouve. Ce qui crée une forme de dialogue. Mais quand elle sent un tremplin, là, elle se donne et puis il y a quelque chose de vraiment de lointain qui sort. C'est ça, quelque chose de lointain. Alors, je vous propose de l'écouter et de vous écouter dans le premier mouvement Allegro molto de la sonate pour piano et violon en la majeur opus 13 de Gabriel Fauré.
C'était donc le premier mouvement Allegro molto de la sonate pour piano et violon en La majeur, opus 13 de Gabriel Fauré. Alexander, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau de votre choix. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre ? Alors, c'est un morceau qui est à l'origine composé par Stevie Wonder. Alors, le titre exact, c'est Come Back as a Flower. Come Back as a Flower, c'est ça. Je n'avais pas le début. C'est un morceau que j'ai beaucoup écouté quand j'étais petit. C'est un album de Stevie Wonder qui est sorti dans les années 70, je crois. Et il y avait toute une philosophie un peu écolo, hippie derrière ce disque. Ça parle c'est The Secret Life of Plants, le titre de l'album, donc la vie secrète des plantes. Et donc il y avait un côté aussi un peu magique comme ça, qui me parlait beaucoup en tant qu'enfant. Et j'écoutais beaucoup cette musique. Je m'identifiais beaucoup au talent de Stevie Wonder aussi. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs avec vous, c'est que vous vous intéressez à un nombre très très différent de musique. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans mon enfance, mon père écoutait de la funk, du disco, et ma mère, c'était Chopin, elle me faisait avaler du Chopin, et mon frère encore autre chose. Donc voilà, j'ai baigné dans un univers musical très, très varié. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on est plus, enfin, ça dépend des enfants, mais on est plus attiré par des rythmes dansants. Voilà, et puis c'est ce que j'avais plus tendance à reproduire au piano des lignes de basse de Herbie Hancock que du Chopin, quoi. C'est venu plus tard. Mais donc Stevie Wonder et Nate Smith, ce fantastique batteur qui doit avoir dans la quarantaine, je pense maintenant, est un batteur qui a été découvert par Dave Holland et qui a joué avec les plus grands jazzmen et qui a aussi fait de la musique un peu plus soul, un peu plus funk aussi. Il a cette énergie brute dont je parlais dans Soledad et cette inventivité que j'adore. Et il a sorti cet album où il fait cette reprise de Stevie Wonder qui fait rare, je trouve, est meilleur que Stevie Wonder. Parce qu'il y a plein de gens qui reprennent Stevie Wonder et c'est rarement aussi bon que Stevie Wonder. Mais là, bon, je fais peut-être un truc de lèse-majesté, mais je trouve que c'est meilleur que la version de Stevie Wonder. Alors on va l'écouter maintenant, Come Back as a Flower. How I wish that I could come back as a flower.
C'était donc Come Back as a Flower de Nate Smith et Yazara, le choix d'Alexander Gorning, notre invité. Votre rendez-vous musical Appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup Alexander Gorning d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Frédéric Grune. Merci à Carlos Amadjoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.